donc on va commencer par les différentes annonces d'événements, initiations ou tournois qu'il va y avoir autour d'Arakan Wars, et on va commencer tout de suite par ce premier événement qui va avoir lieu donc ce samedi 13 janvier à partir de 14 h au Troll à deux têtes, donc à Saint-Ouen. Et si je ne me trompe pas, c'est notre camarade Jeff qui va s'occuper de cette initiation. Voilà. Ouais, je crois, non. C'est Jeff qui s'en occupé. Donc, lui qui a bien l'habitude de gérer tout ce qui est les jeux et tout ça, avec les autres jeux qu'il a déjà eu l'habitude. C'est vrai qu'à mon avis, niveau initiation, lui, il doit avoir bien l'habitude. Ça doit être très confortable d'aller être initié par Jeff. Oui, Donc, ça serait bien. c'est un Je joueur pense de. que beaucoup de monde devrait y aller. C'est un joueur de cartes avant tout, donc il aura matière à vous expliquer pas mal de choses. Voilà, donc là, n'hésitez pas à lui poser des questions. Et puis en plus, c'est un bon vivant, donc il n'hésitera pas à vous expliquer tout ça en bonne et due forme, comme on dit. Ensuite, deuxième événement que je vais chercher tout de suite, c'est là, ça va me concerner directement. Juste l'agrandir un tout petit peu. Voilà, ça se passe également ce samedi 13 janvier à la boutique Max sur Rêve à Abbeville, donc à 2 h de Paris, et c'est votre serviteur qui va faire l'initiation. Alors je sais déjà qu'il y a un joueur que vous avez déjà peut-être croisé dans les tournois qui viendra faire un petit coucou là-bas. Donc voilà, donc j'y serai moi de 11 h à 16 h. Alors j'ai mis 11 à 16 h pour être franc avec vous, parce que j'ai des heures de route le matin et que je sais pas exactement à quelle heure je vais arriver, donc j'ai préféré cadrer ça tranquillement. Voilà, donc vous pouvez venir, je vous ferai une démo, on essaiera, et puis on verra en fonction justement des modes de jeu, celui que vous voulez. Donc je prévois en tout cas de faire du duel et de l'événementiel. Merci beaucoup. Voilà, du mode événement, donc on verra ça, les différents modes de jeu tout à l'heure. Donc voilà, ça c'était la deuxième événement. Et le troisième, c'est, hop, que je vais aller chercher tout de suite. Le troisième, c'est celui-ci, c'est également ce samedi. Donc vous voyez, 3 événements samedi, ça veut dire que ça démarre fort pour Arakan Wars. Je sais pas ce que t'en penses, Evilman, mais ça... Ouais, non, c'est bien. C'est pour un mois de janvier, quand même pas mal d'événements, ça bouge, c'est sympathique. Après, les tournois, eux, arriveront en plus, donc ça va rajouter en plus d'autres types d'événements. Exactement. On aura l'occasion, je pense, de faire un sujet justement sur le championnat de France ou sur les modes tournois, mais lorsque ce sera bien commencé. Donc peut-être pas la prochaine émission, mais certainement peut-être la suivante. On verra en fonction de ce qui aura été lancé et ainsi de suite. Et puis on en profitera aussi pour faire des retours de tournois. Là, on va en parler. J'avance un petit peu, mais il va y avoir une annonce de tournoi qui va suivre là juste après. Donc on aura peut-être l'occasion de faire un petit débrief avec les gens qui auront fait le tournoi. Donc ce sera intéressant à avoir. Donc là, pour revenir à ça, donc samedi à la Caverne du Gobelin à Thionville, vous avez une initiation également. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, allez dans les différentes initiations qu'il y a, allez-y, voilà, que vous connaissiez ou pas, c'est intéressant. Et puis même si vous connaissez, ça peut déjà aider, donner un coup de main aussi à la personne qui sera là pour faire les initiations. Et puis ça peut aussi montrer aux gens qu'il y a déjà une communauté Arakan Wars qui commence à être bien installée. Et donc peut-être pousser les gens à clairement à s'y mettre plus facilement. Je sais pas ce que tu en penses, Davidman, mais c'est toujours intéressant de montrer qu'il y a des gens qui jouent déjà au jeu, voilà, de pas partir dans l'inconnu entre guillemets. Oui. Ne serait-ce que pour les gens, que ça les fédère un petit peu, qui se disent que le jeu est vivant et qu'il y a quand même une communauté. Et en plus, c'est très important aussi, côté boutique, que s'ils voient qu'il y a des gens qui viennent, ils pourront nous réinviter plus facilement. Ça sera plus simple pour nous d'organiser des choses. Notamment là, la Caverne du Gobelin, c'est moi qui l'organise le 13 janvier. Comme c'est un groupe de boutiques, qui sont 5 boutiques, c'est très important de voir que justement, chaque boutique attire du monde et du coup, on pourra se fédérer un groupe dans chaque boutique, faire des événements dans différents endroits. Ça sera plus simple d'aller à Thionville, d'aller à Nancy, d'aller à Metz dans les différentes boutiques pour certaines personnes. Je sais que là, à Thionville, il y en a certains qui auraient aimé venir, mais qui sont de Nancy et qui ne peuvent pas venir. Donc justement, j'espère faire une bonne première impression pour pouvoir ensuite me déplacer sur la caverne de Nancy. C'est pareil pour ma part, mais bon, après, je suis un commercial à la base, donc ça devrait pas être trop difficile non plus. Mais bon, on verra bien. En tout cas, on verra bien. Alors, pour le 13 janvier, c'est terminé. On va passer maintenant à un événement qui a lieu le 20 janvier, et je crois que tu es concerné, mon cher Davidman, il me semble. Alors, je vais juste refermer un petit peu. Hop. Voilà.
Il y a un tournoi au Bourg-Saint-Christophe. Non, c'est pas toi alors du coup. Oui, c'est Bourg-Saint-Christophe. pas Donc le 20 janvier, voilà, il y a un tournoi construit et ensuite qui enchaînera avec un découverte initiation. Donc de 13h à 16h30, c'est le tournoi et ensuite découverte initiation de 16h30 à 19h. Donc voilà, donc si vous êtes dans les parages, donc c'est à Bourg-Saint-Christophe, donc allez-y. Donc n'hésitez pas, voilà, c'est l'occasion. Donc un premier tournoi. Je me demande si. Oui, c'est le premier tournoi de janvier, à part peut-être celui qui a eu lieu. Il n'y en a pas eu un juste là, le week-end dernier? C'est peut-être une Alors, bêtise. je sais plus si c'était un tournoi, mais effectivement, si celui-là du week-end dernier n'était pas un tournoi, ça doit être celui-là le premier, parce que nous, avec Brice, on va participer à un tournoi le 27 en Alsace, organisé par Vodka, le référent France à Racan. Donc, effectivement, je pense que celui-là devrait être le premier, le tournoi de cette année, ouais. Ok. J'ai pas vu de visuel pour le 27, sinon je l'aurais montré, mais. Ouais, il y a Ou alors j'ai. aussi je sais qu'il y a aussi une date le 14 janvier, justement, là, ce dimanche à Yutz, au festival Jeux à Gogo, en fait. On y sera, moi et Brice, du coup, on sera deux, pas mal de personnes sont attendues. On sait qu'il y aura déjà du monde également pour Arakan qui nous attendent et qui veulent y venir. Donc Mhm. n'hésitez pas à y passer également. Ok, nickel. Et alors, il reste un dernier événement à indiquer, et en l'occurrence, c'est le 24 janvier, justement. C'est une initiation. Alors, hop, attendez, je remonte un peu plus. Voilà, et bien c'est à nouveau à Thionville. Euh, donc une initiation de 14h30 à Ouais. 10h30. Voilà. C'est ça. Ça, c'est celle là, c'est du coup l'affiche que Brice avait fait pour nous deux le 13 janvier et la sienne d'initiation, enfin l'initiation commune qu'on fera le 14 janvier, du coup, au jeu à gogo, en fait, justement, à la salle de Bastien à Yutz. De D'accord. 14h à 19h. Donc, celle-là, ça sera beaucoup plus large que à Thionville, comme il veut. C'est un événement, non pas les horaires de boutique. Ok. Parfait. Donc vous avez. Voilà, bah, je crois que j'ai à peu près été exhaustif. Je pense pas qu'on ait oublié d'événements, mon cher Devilman. Je crois pas qu'on en ait oublié, ou Si- alors si- c'est si- vraiment des événements qui sont un peu plus Voilà, hors région, peut-être plus dans le sud. Ça peut arriver en fonction des différents chats, comme il y a beaucoup de choses qui bougent c'est ça. avec les ambassadeurs, c'est vrai que... Si parmi les gens qui nous suivent, là, qui regardent dans le chat, vous avez un événement qu'on a oublié, n'hésitez pas à nous le dire et puis on en reparlera là en vocal pour attirer l'attention sur l'événement qu'on aurait oublié. Parce qu'après tout, on est humain, hein, voilà. Euh, Oui. on peut oublier des choses. Alors, Ah, je vais faire une petite corde avant juste qu'on enchaîne. J'ai vas-y. vu que du coup sur ton chat est mis en réservé aux abonnés, donc j'ai peur que certaines Ah, personnes ne puissent peut-être pas poser des ah questions. oui, alors attends, parce que du coup, je vais regarder ça tout de suite, parce que effectivement, j'ai eu un truc tout à l'heure. Alors, toc, toc, je vais modifier ça si vous me donnez 30 secondes. Est-ce que je... Ça, toc. Alors, alors attends, vas-y, je te laisse broder 30 secondes, je suis en train de chercher où est-ce que c'est, je vois à peu Allez, près où allez. c'est, mais... euh, Effectivement, comme Kigor disait, on va enchaîner sur les différents modes de jeu. Ce qui est bien avec Arakan, c'est qu'il y a énormément de modes de jeu. Il y a les modes compétitifs qui sont principalement le 1 contre 1, le duel, sous le format surtout tournoi, mais après il y a plein d'autres modes qui permettent de transformer le jeu vraiment en un jeu de société où les gens vont vraiment s'amuser, donner un autre environnement au jeu. Depuis tout Il y a à l'heure, notamment bon? des cartes qui vont On être n'arrête ajoutées, pas de on en répéter parlera un ça peu depuis plus tout en à l'heure. détail, que ce soit les cartes objectifs, les cartes événements ou les cartes terrain qui elles proviennent de la deuxième extension, qui sont vraiment quelque chose de très intéressant. Et ces cartes terrain donnent encore un autre type de jeu, qui est le type de jeu scénarisé qui vient d'arriver. Il y a un premier scénario qui existe déjà, qui est déjà jouable. Une vidéo a été faite d'ailleurs par le staff d'Arakan, et c'était une très belle vidéo en 2 contre 2. Le fléau contre l'ordre gris. Le fléau a malheureusement vaincu. Je dis malheureusement parce que je suis de la Légion 6. Donc c'est ça. effectivement, c'est la tristesse pour nous. Euh, alors, c'était où? Je suis en train de trouver, hein, j'ai presque fini, ça devrait être bon. Non, c'est pas celui-là, c'est pas le bon. Alors, attends, j'ai pas pris le bon truc. Ouais, hop, je remodifie. Ça arrive, hein. C'est juste que je trouve le bon élément à changer. Et ça devrait être bon. Euh, hmm. Alors, vous voyez, comme je disais, hein, on essuie les plâtres. Voilà, hein, c'est la première. Alors Euh,
c'est pas très grave. De toute façon, je pense que je vais commencer par le premier mode, qui est sans doute le mode Vas-y. le plus classique, c'est le mode duel, du coup, où on va prendre sous le format tournoi plutôt qu'un format classique entre deux personnes. Le mode duel, c'est deux personnes qui s'affrontent, chacun choisit un deck, il peut y avoir des decks miroirs, chacun prend sa couleur, sa faction. Voilà, ça devrait être bon. Si ceux qui nous suivent peuvent nous faire un petit message pour voir si c'est bon, normalement, ça doit être réglé. Alors je regarde. Alors le chat est en émoticône uniquement cette fois-ci. Décidément. Donc ça, c'est bon, je l'ai pas réservé au... Alors, ça y est, ça, j'ai Après, enlevé. on peut jouer aux charades. Mais c'est pas ça. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, on y va. Je refais. Alors, où est-ce qu'il est, Ok. Je vais l'ajouter. Bon, et ensuite, je peux l'enlever. Donc là, en théorie, ça devrait être réglé. Là, normalement, c'est tout bon. Je vais regarder. Voilà. C'est tout bon, effectivement. Oui, bon voilà, donc c'est bon. Donc excusez-moi, hein, c'est des aléas du direct. Voilà, c'est petit souci technique de démarrage. Voilà, c'est la première. Voilà. D'ordinaire, en général, c'est le genre de truc où je fais attention, mais là, j'avoue que j'ai pas vérifié. Donc salut Troba, bienvenue. Salut Yansko. Salut Kango. Salut Vodka. Bon bah voilà, ça fait du bien quand on voit du chat qui s'anime, ça c'est bien, c'est plutôt bon signe. Donc si vous avez des questions sur ce qu'on a dit, montré, etc. depuis tout à l'heure, allez-y, c'est le moment. Si on a oublié quelque chose, n'hésitez pas à le dire. Voilà, parce après tout, on connaît pas tout non plus sur ce qui a été organisé. Donc voilà, donc allez-y. Nous on va commencer donc par le mode de jeu. Donc on parlait, c'était du mode duel, hein, mon cher Devilman. C'est ça. Donc, le mode duel, donc on rappelle un petit peu les règles, hein, créer un deck de 23 cartes, 125 points, pas une de plus, pas une de moins, et donc voilà, et en duel, et le but bien sûr étant de gagner à la fin des 9 tours de jeu. Hein, en résumé rapide. En résumé. Voilà, le duel, c'est simple, c'est basique, c'est ce qu'il y a dans les règles. S'il n'y a pas plus simple, bête et méchant, c'est les premières règles qui sont expliquées. En tournoi, la petite spécification, c'est que le duel se passe en maximum 50 minutes. Au bout des 50 minutes, si les 9 rounds ne sont pas atteints, on coupe et on regarde qui c'est qui a le plus de points. Oui. Après, le duel se termine là et après, on échange, on continue les rondes. Donc, généralement, les tournois, en tout cas, eux, fonctionnent en ronde suisse. Donc, les vainqueurs contre les vainqueurs, les perdants contre les perdants, et ainsi de suite. Ok, donc ça c'est, on va dire, c'est le mode le plus, on va dire, à date le plus couramment utilisé, hein, on peut dire ça. C'est ça le plus classique. Voilà, c'est le format le plus classique. Ensuite, autre format, c'est le format à 3 ou 4 joueurs, si j'ai bonne mémoire, à 3 ou 4 joueurs, mais en mode C'est ça. perso, hein, on va dire ça comme ça. C'est ça, oui. Donc là, avec les... Comment ils appellent ça attends, je vais reprendre ma Bible hein, pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Parce que sinon, votre cas, il va me taper sur les doigts après pour dire que j'ai pas dit les bonnes choses. Il faut dire que le bouquin de règles est tellement bien fait et tellement joli à regarder qu'autant l'utiliser. Exactement. Donc, vous voyez, hein, je dis pas de bêtises, hein, la Bible. Hein. Alors. Hop. Alors, j'arrive à la fin. Voilà. Donc, le mode affrontement à 3 ou 4 joueurs. Donc, voilà. Donc, on explique comment ça se passe. Et donc, la règle particulière, c'est si jamais on peut plus poser de cartes sur le plateau, eh bien, la partie s'arrête et on fait le calcul des points. Voilà, je pense Effectivement, ce qui peut très facilement arriver avec un jeu à 3 ou à 4. À 4 d'autant plus, ça peut vraiment devenir très rapidement lourd sur le terrain, surtout si ce sont des factions type des gris ou des bleus qui jouent l'un contre l'autre. Là, les cartes vont facilement se stacker et à la fin, le terrain risque vraiment d'être un gros terrain de tranchée. Quelques cartes risquent d'être remplies, mais après, ça va vite devenir compliqué de poser. À 3 et à 4 joueurs en perso, le jeu prend vraiment une autre dimension où il faut beaucoup plus anticiper les tours, ça devient très très compliqué. À 3 déjà, tu as un joueur en plus qui va jouer avant toi en général ou après toi, ça devient compliqué. Il faut anticiper les noms, les factions et comment est-ce qu'ils vont jouer. Et à 4, ça devient vraiment un chaos, mais un chaos très, très jouissif et très marrant à jouer. Ah bah, je pense Là, que ça doit aller, ça doit partir dans tous les sens. Et effectivement, je pense que nos cartes ne doivent pas rester sur le terrain très longtemps en général. Si ça joue bien. Non, pas beaucoup, effectivement. Alors un fléau, là, avec son omnifrappe et sa perforation, s'amuse généralement à tailler des tranches absolument énormes. Bien sûr, il va taper sur tout le monde, lui, il ne fait plus de distinction. S'il pourrait taper sur lui-même, je pense qu'à force, il le ferait.
Et c'est vraiment quelque chose de très très plaisant. À 4 joueurs, ça devient facilement, en plus, il y a ce côté un petit peu, un petit peu négociation qui vient s'ajouter dans le sens où tu vas dire aux autres joueurs, regardez, c'est pas moi qui suis en train de gagner, tapez-lui sur l'autre, c'est lui qui va gagner au plus de points, alors mais à coup pas avec moi. Et à la Ouais. fin, généralement, tu essayes bien sûr quand même de gratter le plus de points pour sortir victorieux. C'est déjà arrivé plusieurs fois où on a fait des parties à plusieurs avec moi, Brice et ma compagne, où moi j'étais dans mon coin avec ma légion, je m'installais tranquillement, eux se tapaient dessus et j'étais là, non mais moi ça va, regardez, j'ai peu de points. Et finalement, j'arrivais quand même à gagner avec une légion qui s'était bien imposée, ils ne pouvaient plus remonter, ou alors il fallait vraiment qu'ils s'allient, mais s'ils s'alliaient, l'un des deux n'aurait pas forcément gagné. Donc c'était pas avantageux, il n'y avait pas vraiment de très bons match-up dans cette formation-là pour eux. C'est vraiment quelque chose qui est très très drôle à jouer à 4 ou à 3. Ok, donc ça c'était, on va dire, le deuxième mode de jeu qui est présenté. Ensuite, il y a le mode affrontement à 2 contre 2, donc par équipe, hein, en l'occurrence. C'est Euh, ça. donc là, c'est très sympa. Une notion que j'ai beaucoup aimée dans ce mode de jeu, c'est le fait que les joueurs n'ont pas le droit de parler entre eux, sauf dans des cas bien spécifiques, donc avec les cartes stratégie, on va en venir. Mais du coup, c'est effectivement toute une vitesse, essayer de comprendre aussi ce que veut faire l'autre, puisque c'est en alternance un joueur de chaque équipe, hein, et avec la notion de stratégie, de cartes de stratégie qui vont vous donner entre eux des effets de jeu supplémentaires, des bonus généralement, et donc à vous d'utiliser correctement. Et c'est voilà, l'idée, c'est que vous gagnez un point stratégie, un pion stratégie pardon à chaque tour. Et ces pions stratégie vont vous permettre de jouer vos cartes stratégiques que vous allez pouvoir acquérir au cours de la partie. Et donc voilà, et donc notamment le fait de pouvoir parler avec votre camarade, c'est un des effets de carte par exemple de stratégie. Euh, donc voilà, il y en a d'autres, hein, bien sûr, il y en a plein d'autres, mais voilà, c'est quand même avec des effets très variés, je trouve, donc ce qui est aussi pas mal et ce qui permet d'avoir vraiment des parties vraiment intéressantes et vraiment différentes d'une partie à l'autre. Euh, donc je ne sais pas ce que tu en penses, Devilman, hein. Moi personnellement, j'ai pas Ah encore oui, oui. testé ce format-là, mais rien que sur le papier, quand tu vois les cartes stratégie, je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser, quoi. Ah oui, le format 2 contre 2 en équipe est vraiment génial. Et c'est vrai que les cartes stratégie apportent ce petit point qui vient justement, c'est dans le nom, hein, ce sont des cartes stratégie. Vraiment, sur un champ de bataille, généralement, on a peu le temps de parler, on a le temps de s'envoyer des messages, mais qui sont assez courts. Il faut l'imaginer comme ça, et c'est exactement ce que veulent retranscrire les cartes stratégie. On peut pas forcément interagir avec notre allié ou forcément lui dire, bah toi tu vas jouer là ou tu vas jouer ci, mais justement, les cartes stratégie viennent pallier à ça. Il y a certaines cartes stratégiques qui peuvent être très très fortes, mais qui ont un coût important en points stratégie. Donc le maximum, c'est 3 points stratégie. Ce sont des cartes qui permettent qu'on peut utiliser quand même après 3 rounds, ce qui est assez lourd, Mhm. mais ce sont des cartes qui, en général, il y en a certaines qui disent par exemple qu'on peut utiliser les actions des cartes de notre allié en même temps que les nôtres. Donc lui ne pourra pas jouer les siennes, par contre, ça sera très puissant parce qu'on pourra faire des gros combos et des attaques combinées avec nos cartes plus les siennes, ce qui n'aurait pas été possible parce que ces attaques auraient été faites pendant son tour et pas pendant le nôtre. Alors que là, ça pourrait vraiment être Ah oui, ravageur. Il non, faut il est imaginer vrai. un rouge qui va taper un petit peu partout, avec potentiellement du bleu ou autre qui lui va pouvoir aussi ajouter un petit peu de défense et venir apporter un point d'attaque avec ces différentes unités volantes. Et ça, Le 2 contre 2 apporte vraiment aussi. ça Vas-y, laisse, excuse-moi. ça laisse imaginer de sacrés combos en tout cas. Donc, Oui, oui. Bah, le 2 contre 2, vraiment, est peut-être le mode de jeu qui donne le vertige au niveau des combos. Parce que maintenant, il faut imaginer que comme les cartes sont alliées, il faut imaginer les factions hmm. comme des ressources. Il faut imaginer, par exemple, une faction verte avec une faction grise, tous les deux en archerie, grâce à des plantes carnivores, des armuriers qui se buffent entre eux, et entre elles, vu que ce sont des cartes alliées, ça va s'appliquer. On met une plante carnivore à côté d'une baliste ou à côté d'une catapulte. La catapulte va subir l'effet de la plante carnivore et du coup gagner un point de défense. La catapulte passant à 2 de défense, 2 d'attaque avec 3 distances devient très très fort, plus les lieux verts qui peuvent gagner par exemple de la régénération ou le premier lieu des gris qui donne plus un attaque plus un de défense. Les combos sont vraiment inimaginables et certaines factions ont des très bons match entre elles. Ou alors, si on se concerte avec notre allié, plutôt que d'avoir des alliés aléatoires, on peut se dire, bah écoute, moi je vais faire un deck défensif pour gagner les points. Par exemple, je vais prendre un deck bleu ou un deck gris très défensif, et toi tu vas prendre un deck rouge ou un deck vert très offensif pour justement venir casser la ligne adverse pour pas qu'ils viennent nous déranger. Et on peut sacrifier comme ça un petit peu, et ça permet de savoir quand même, sans les cartes stratégiques, ce que notre adversaire peut jouer. Imaginons que des adversaires, moi c'est un match-up que je rêverais de faire, je n'ai pas encore fait, mes deux alliés jouent tous les deux l'ordre gris,
avec de la Légion 6. À chaque carte posée, tu peux imaginer que la carte que tu vas poser à côté va être buffée par celle de ton allié, vu que ce sont tous les deux des Légion 6. Et là, ça Et, peut donner des combos absurdes où, en un seul tour, les deux joueurs de la Légion 6 ont posé 4 titans l'un à côté de l'autre. et j'imagine pas les combos avec les decks nués qui pourraient être de la même faction, et là, ça peut créer des Effectivement. surprises aussi, hein. Oui, là, tu peux vite avoir une nuée vraiment. Le terme nuée porte tout son intérêt là, où tu vas être submergé par une volée de loups, de harpies et autres. Ça devient très très intéressant. Non, 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 c'est. Eh ben là, on arrive. Enfin, pour moi, on est sur les. Après les autres continuent dans la lignée, mais sur des modes de jeu qui, pour moi, se rapprochent beaucoup de jeux de plateau, en fait, Oui, en termes de gameplay et de jeu. Voilà, donc complètement. on est vraiment sur une là pour le coup, on est pas forcément sur le même public, même si c'est intéressant de jouer tous les formats. Mais si vous n'êtes pas fan du compétitif, ce mode de jeu peut vous plaire. Voilà, clairement. Si vous aimez les jeux de plateau, voilà, on se rapproche vraiment plus dans cette optique vraiment de jeu, puisque là, on est vraiment dans l'optique de prendre plaisir à s'amuser, à jouer en équipe, voilà, quelle que soit la puissance du jeu que vous avez finalement, puisque vous pouvez avoir des decks ultra puissants, mais comme vous êtes entre guillemets lié avec votre partenaire de jeu, bah, si ça se trouve, vous allez vous faire exploser parce que l'équipe en face aura de meilleures synergies ou en tout cas de meilleures stratégies de jeu que votre équipe. Donc voilà, donc là vraiment, c'est vraiment du pur plaisir, comme on dit. Je sais pas ce que Complètement. t'en penses. Oui, oui, complètement. C'est vraiment le 2 contre 2. On l'a vu au tournoi de France. Les personnes qui n'étaient pas qualifiées pour le deuxième jour pouvaient avoir l'opportunité de faire du 2 contre 2 avec différents match-ups et du coup échanger leurs alliés. Et ça pouvait donner des choses très très drôles où justement tu avais un allié qui restait en arrière, se consolidait parce que parfois il y avait certains decks qui avaient 2 voire 3 lieux pour certaines factions Mhm. et l'autre qui venait justement agresser les adversaires pour éviter qu'ils n'y viennent un petit peu grappiller. Mais il y avait aussi l'effet inverse qui pouvait se passer. Si tu tombais sur un deck rouge qui venait avec Salut ses Renaud. cartes enlever les attributs, ça pouvait être très compliqué pour un deck vert qui avait beaucoup de distance, par exemple, parce que tous les collecteurs de peste, les carrioles de peste, etc., venaient enlever les attributs, ça aurait été très compliqué à jouer. Il fallait bien qu'ils jouent ensemble, sinon ils auraient pu handicaper. Ouais, c'est clair. Donc, un mode de jeu recommandé, approuvé par nous deux sans problème. Alors moi, j'ai pas joué, mais franchement, pareil, c'est pareil. J'ai vraiment envie de tester ce 2 contre 2 parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de s'éclater. Donc, c'est pas impossible que samedi, on fasse une partie de 2 contre 2 juste pour montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Complètement. Je dis ça, je dis rien. Merci pour le follow, Renaud. Alors, j'en profite avant de passer au prochain mode. Alors, j'ai pas bien lu ce que m'avait dit Yansko. C'est a priori, il y aura une initiation à Rakan ce début février à Karos et à Antibes également. Voilà. Donc voilà, donc vous aurez certainement. Donc là, il faudra regarder, je pense, sur le Discord. Vous aurez les infos, Ouais. puisque si c'est début février, ben, je pense pas qu'on fasse l'émission avant cette date-là. Donc voilà, donc j'en profite, je vais vous remettre le lien du Discord Arakan Wars, chose que j'aurais dû faire au début également, mais que j'ai pas fait, donc je vais aller rechercher le lien, et bien sûr c'est quand je le cherche que je trouve pas, et voilà, alors, je C'est vrai qu'il modifie, faut pas que les gens hésitent à venir sur le Discord parce que c'est un Discord qui est quand même très convivial. La majorité des gens, quand ils posent des questions, sont répondus presque immédiatement, voire il y a peu de latence en général. Il y a toujours quelqu'un pour répondre, que ce soit des exactement, joueurs, des ambassadeurs, que ce soit votre cas directement ou même le staff. Et ça voilà, apporte beaucoup de choses. Ça apporte des tactiques pour certaines personnes posent des questions justement sur la construction de deck. voilà, On va déjà apporter et c'est quelques vrai qu'il détails, faut mais le sur signaler, Discord, il y en c'est a que déjà qui sont là. les créateurs du jeu enfin, sont très, très souvent sur le Discord et donc sont. Alors, faut pas non plus leur envoyer des messages privés ou des machins tous les 4 minutes parce qu'ils ont autre chose à faire. Mais en tout cas, si vous leur posez une question sur le Discord, en général, ils répondent assez vite. Que ce soit l'un ou l'autre d'ailleurs, hein, ou voilà, enfin, ils se reconnaîtront, mais en général, ils sont assez là, assez réactifs. Voilà. Enfin, quand ils sont pas occupés à faire autre chose. Bon, je dis ça, je dis rien. N'est-ce pas votre cas? Non. Euh, Voilà. Ouais, votre cas est plus occupé avec ses, comme maintenant il est représentant en France, c'est vrai qu'il a pas mal de taf à mon avis à gérer tout ça. On Alors essaye de faire après, au mieux après pour lui enlever un peu de à taf. sa décharge, il est pas mal occupé aussi par le tournoi Game Park qui est quasiment terminé, Oui, je crois. On arrive sur la fin, je crois, de ce que j'ai vu.
Donc voilà, pareil, si vous voulez jouer, j'en fais une petite parenthèse, si vous voulez jouer à Arcane Wars, mais que vous n'avez personne autour de vous pour jouer, ou en tout cas même dans la semaine, vous pouvez jouer sur Game Park et vous pouvez jouer aussi sur TTS. Voilà, puisqu'il y a le mode, ça existe. Alors par contre sur TTS, que le mode duel pour à date. Voilà. Voilà, merci pour le follow. Alors on va enchaîner, hein, on va enchaîner sur le. Donc bien sûr, hein, dans le chat, si vous avez des questions, des demandes, des volontés de contenu particulier par rapport à l'émission, n'hésitez pas à nous le dire. On essaiera de répondre et de le faire sur l'émission suivante. Voilà. Alors, non, il ne faut pas amener son jeu pour les initiations. Les initiations, normalement, les cartes sont fournies pour aider. Il y a généralement des decks d'initiation qui sont déjà de base, et après, en fonction des ambassadeurs, certains peuvent proposer des decks plus avancés ou plus sympathiques ou à thème. Exactement. Moi, logiquement, si tout se passe bien, j'aurai les decks d'initiation et j'aurai mes propres decks qui sont très moyens. La preuve, je me suis fait ramasser par Devilman la dernière fois, hein. Mais au moins, ça peut donner une idée aussi de ce qu'on peut faire entre guillemets en construit. Donc voilà. Et ça permet de montrer aussi d'autres mécaniques que les decks de base, même si dans les decks de base, il y a quand même énormément de mécaniques qui sont déjà montrées et qui sont déjà bien en eux-mêmes. Déjà, voilà. Donc c'est très bien. Mais déjà, arriver à maîtriser les decks de base, c'est déjà très bien. Voilà, parce que là encore, c'est arriver à bien comprendre la notion de placement de cartes, d'initiative entre les joueurs, d'ordre du tour aussi. C'est très important, et comprendre aussi qu'un mauvais placement, ça peut, on va dire, te mettre mal, hein, on peut dire ça comme ça. C'est quand même ultra important. Et puis pareil, l'ordre de jeu des cartes, l'ordre de positionnement des cartes l'une par rapport aux autres, c'est quand même très très important. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Davidman? Oui, complètement, hein, complètement. Alors, on continue l'ordre de les modes de jeu. On a le mode événement. Donc là, le principe, c'est qu'on fait une partie, quasiment une partie duel comme on fait d'habitude, sauf qu'au début de chaque tour, il y a un événement qui est montré et qui va influer sur les actions de ce qu'on fait sur le tour en question. Effectivement, oui. Hop. Si vous avez des questions, des choses, on continue. Ensuite, vous avez le mode objectif, où là, c'est un peu pareil, sauf qu'en fait, c'est comme si vous aviez des missions à effectuer, et ces missions, en plus, vous rapportent des points supplémentaires. Précision, effectivement, en général, vous avez plusieurs missions dans la main, mais vous ne pouvez en scorer qu'une dans la main ou sur le plateau. Je dis peut-être une bêtise, je crois qu'ils sont posés, il me semble, les missions. Donc, ils sont posés. Normalement, oui, si je me trompe pas, ce sont 3 missions, enfin, ce sont C'est 3 ça. cartes. Les 3 cartes qui sont posées. C'est ça, 3 cartes d'objectif. N'importe quel joueur peut la remplir, et le premier joueur qui la remplit en tire une carte, mais maximum une carte par, Voilà. tour de Pas jeu. partout. Donc, à bien choisir quelle carte est-ce qu'on veut essayer de remplir. Concrètement, si vous pouvez remplir deux missions, bah, remplissez celle que vous savez que vous aurez plus de mal à scorer au tour d'après, par exemple, hein. Voilà. C'est ça. Voilà, donc ça vous permet d'avoir des points supplémentaires par rapport au point final de calcul de fin de partie. Donc ça peut effectivement changer pas mal de choses. Alors pour répondre à Renaud, alors je vais te laisser répondre, mon cher Devilman. Il pose, pour toi, y a-t-il une faction plus forte? Exemple, l'ordre gris. Je connais déjà ta réponse, mais bon. Alors, on me pose effectivement souvent la question parce que quand on tombe sur un deck orthographique qui est maîtrisé, surtout un deck Légion 6, ça peut devenir assez compliqué quand on n'a pas l'habitude de jouer. Notamment moi, mon deck Légion 6 est très très perturbant pour des joueurs assez novices ou qui n'ont pas l'habitude de jouer, parce que mon deck est axé sur le fait de me concentrer, de me consolider, tout en empêchant mon adversaire de jouer pendant son tour. Ce qui peut être assez perturbant parce qu'il ne pourra pas faire grand chose dû à mes jets de bouclier ou à mes en permission qui me permettent de rapatrier mes cartes. Mais il n'y a pas vraiment de factions plus fortes les unes que les autres. Pour exemple, j'en ai que au Tournoi de France, quand j'y avais été avec un deck justement Légion 6, il n'y avait pas encore toutes les extensions, il n'y avait que la première. On y avait été avec un ami et on s'était dit on va y aller, on va essayer de faire un deck quand même pour essayer d'aller le plus loin possible, mais on pensait pas du tout aller si loin. Le premier jour, j'ai fini dans le top 3, j'ai été troisième sur le premier jour. Le deuxième, par contre, aux qualifications du deuxième jour, pour le quart de finale, je suis tombé sur un deck rouge, un deck qui en fait m'a terrifié.
Je ne pouvais absolument rien faire. À la fin, j'ai mis 23 points de mémoire, non un peu plus, peut-être 25, parce que j'avais un héros de la bataille de nerfs et un titan sur le terrain. Mais en fait, c'est juste parce que j'ai réussi à sauver mon titan au dernier tour et à poser justement les héros de la bataille de nerfs au dernier tour. Sur tous les autres tours, je n'ai rien fait. Pendant les 50 minutes accordées pour ce match, pendant un événement, je n'ai rien pu faire. Et ce qui me faisait peur dans ce deck rouge, c'était pas les grosses cartes, c'était pas le mangeur d'enfants, c'était pas l'hydre avec son omnifrappe à 3 et tout ça. C'était tout simplement des mouches, des petites mouches. Il y en avait 2 et accompagnées de coléoptères. Et comme elles avaient ce côté pour pouvoir se déplacer, être buffées par les coléoptères, 2 mouches à côté d'un coléoptère, elles frappent à 4. Toutes mes cartes tombaient à chaque fois que je les posais. Le joueur rapatriait ses mouches autour du lieu rouge qui est le tunnel sombre, qui donne justement un effet très, très perturbant et très compliqué à jouer, à contrer en tout cas pour les grilles avec seulement la première extension, qui est furtif. Je ne pouvais rien faire, je me suis fait humilier et pourtant, lors du premier tour de qualification, j'étais pas mauvais. Pour que les gens comprennent, est-ce que tu peux rappeler ce que fait furtif? Qui comprend la difficulté. Furtif, c'est un attribut et on peut attaquer les cartes seulement avec des cartes qui ont l'attribut distance, ou il faut attaquer avec des sorts offensifs qui permettent de passer au-delà de furtif. En l'occurrence, pour le deck gris avec seulement la première extension, les seules cartes à distance qu'il y a, ce sont les balistes, et il n'y a pas de sort purement offensif dans la première extension. Ils arrivent avec la troisième extension qui apporte un sort qui est l'explosion d'Idylle, qui est une omnifrappe à 3. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, la troisième extension, c'est Ombre Dansante, si je dis pas de bêtises. Ouais, en termes de nom. Alors, ouais. C'est ça. Juste pour finir avec le dernier message du coup de Renault. Alors, les rouges ne sont pas plus faibles. Les rouges, par contre, ont un petit désavantage, effectivement, qui peut paraître. C'est que, comme ils sont assez faibles purement en défense, tu vas avoir l'impression qu'ils ne vont pas rester sur le terrain. Mais en soi, les matchs reviennent au même. Que tu laves ton adversaire parce qu'il a, je sais pas, 15 points et toi que tu en as 20, ça reviendra au même que si c'était un match-up gris contre bleu où le gris a, je sais pas, 75 points et le bleu en a 80 parce qu'ils n'ont pas réussi à se détruire. Le rouge a cette puissance de frappe avec des sorts absolument destructeurs et surtout des grosses cartes qui peuvent faire vraiment très très mal. Et leur but, c'est vraiment soit de détruire l'adversaire, soit d'essayer par des attributs ou des combos de cartes qui sont vraiment très puissants, justement, de s'imposer et d'empêcher l'adversaire de faire quoi que ce soit. Leurs sorts comme la peur, l'exil maudit ou la possession sont vraiment des sorts qui sont absolument terrifiants, sans parler de leurs grosses cartes. Le mangeur d'enfants qui a certes un gros désavantage, mais à côté d'un lieu ou à côté de forgeron peut monter facilement avec une perforation à 6 ou 7. Une perforation à 6, en général, tu vas laver toute la ligne adverse et laver toute une ligne dans une formation, que ce soit pour les bleus, les verts ou les gris. C'est très difficile de s'en remettre. Ah, il y a Troba qui ajoute que les harpies, ça peut être vite difficile à gérer aussi, je confirme. Oui, beaucoup. On le rappelle, les harpies, je crois que c'est 1-1, je crois, et ça vole, je crois, si j'ai une bonne mémoire. Un truc comme ça. C'est ça, les harpies ont 1-1, elles ont vol et elles ont nué. Donc plus tu as de harpies sur le terrain, plus elles deviennent fortes, sachant que ça peut être assez rapide, effectivement. Il faut par contre les défendre, parce qu'encore une fois, elles sont assez faibles en termes de défense, même si un défense, c'est pas trop mal. Et surtout avec le vol, elles permettent de bouger dans tous les sens. Il faut juste bien anticiper ses prochains tours et savoir contre qui tu vas jouer. Faire attention de ne pas envoyer tes harpies mourir, sinon ça serait bête de perdre ça, parce que tu vas perdre en plus du coup de l'attaque sur tes autres harpies. Et en plus, je crois que les harpies, elles coûtent assez cher, il me semble, en termes d'unité. Hein. C'est pas les plus... harpies coûtent assez cher, effectivement. C'est ça. Hein. En termes de construction de deck, il faut faire attention. Voilà, tu peux pas en mettre... je crois que tu peux en mettre que 4, je crois, parce qu'elles coûtent 7, si j'ai bonne mémoire. Hein. 10 ou 7, si je ne me trompe pas, elles coûtent un peu plus cher et elles sont limitées à 6. Je crois qu'elle rapporte 10 points et je ne sais plus si pour la construction de deck elle coûte 11 ou 12, je ne sais plus exactement. Ok, bah, enfin, dans mon idée, t'étais limité en termes de nombre de toute façon, mais oui. Oui, t'es limité à 6, mais bon, en général, 6, tu vas déjà manger presque la moitié de tes points, ne serait-ce que pour des harpies, donc le reste du deck risque d'être assez faible, et si tes harpies, tu n'arrives pas à t'imposer, tu vas perdre, au point. C'est ça. Et puis il y a tellement de gros trucs qui tapent fort chez les rouges, de toute façon. Voilà, c'est ça. Les rouges tapent vraiment très très dur. Hein. Par contre, 2-3 harpies, voire 3-4 même, ça suffit. Tu rajoutes un petit coléoptère qui va lui justement venir les suivre. C'est un combo qui marche très bien, le coléoptère, avec des unités volantes, que ce soit les harpies ou les mouches, et ça devient vraiment terrifiant. Non, il y a vraiment moyen de faire des trucs très sympas avec ça. Voilà, donc on en était au mode objectif, et puis je crois qu'on a terminé pour la base, et il me semble que le dernier mode qui a été...
le dernier mode qui a été ajouté, il me semble que c'est dans Ombre d'ensemble, parce qu'il me semble pas que dans les 2 précédentes il y a autre chose. Il y a eu des ajouts, mais il n'y a pas de rajout de mode. Mais en revanche, il y a eu le mode terrain qui a été rajouté avec Ouais. Ombre dansante. Alors c'est dans Traîner de Cendre, la deuxième extension, du coup, c'est celle qui Ah, c'est apporte très descendre, justement pardon, un autant nouveau pour moi. plateau et les cartes terrain, avec certaines cartes foil qui sont très très belles et qui en plus sont assez puissantes pour la plupart des factions. Oui. Et les cartes terrain ont vraiment ça, pareil, tu viens faire pousser une montagne en plein milieu de ton terrain, C'est ça. ou une chaosphère qui est vraiment très destructive. Donc les terrains ont des effets en fait qui vont être adjacents, mais ils vont pas avoir forcément le même effet en haut de la carte qu'en bas de la carte. Une carte peut, par exemple, la chaosphère, donner plus 2 d'attaque en haut, mais enlever moins 2 de défense. Sur les côtés, va donner seulement plus 1 d'attaque, mais enlever seulement 1 de défense. Et en bas, va être complètement l'inverse, va enlever toute l'attaque et toute la défense d'une carte. Donc il faut faire très attention. Il y a certaines règles de placement au niveau des terrains, mais c'est ce qui apporte vraiment quelque chose de très, très nouveau. C'est très plaisant à jouer avec des terrains. On a fait une partie. Les terrains, il y en Ouais, a j'ai testé aussi là pour 8. le coup, et j'ai trouvé ça très très rigolo. Oui, ça apporte vraiment quelque chose, les terrains. Il y en a, si je ne me trompe pas, 8 différents pour le moment. C'est quelque chose de vraiment très très bien. Rien ne t'empêche après de modifier les règles pour ajouter plus de terrains. Normalement, c'est 1 terrain par joueur. Il sera posé avec 2 souvenirs à minimum 2 de distance du carré vert de base. Et après, il faut qu'il soit à une certaine distance par rapport aux autres cartes terrain. Mais rien ne t'empêche de venir rajouter un autre terrain si vous voulez justement plus complexifier justement la map. Ouais. Ça vient apporter des nouveaux bords où venir se positionner, venir poser son lieu peut-être pour éviter que ça soit plus facilement pris. Et quand on fait un méli-mélo de tous ces modes-là, parce qu'on peut combiner le mode objectif, Ah, il y a le moyen mode de faire, ouais. événement et le mode terrain, on peut faire énormément de choses. Les modes événements, il y a énormément de cartes dans les événements qui sont très très fortes, qui peuvent vraiment retourner la partie. Il y a un événement qui permet de jouer 3 cartes par round. Il y a un autre qui est absolument destructeur, qui donne en fait, je ne sais plus le nom, mais qui donne plus 1 d'attaque à toutes les cartes sur le terrain et qui leur donne à toutes Omnifrappe. Effectivement, Là, ouais. autant dire que celle-là, quand elle tombe, tu es content généralement de jouer premier joueur, avant de toi-même te faire laver. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Non, mais enfin, donc vous voyez la richesse des modes de jeu, la richesse du jeu aussi. Et puis avec ce qui nous prépare, je pense qu'il y aura moyen de faire des trucs encore plus intéressants à l'avenir. Donc voilà, ça pour le coup, je Ça, fais confiance aux concepteurs et à toute bah, l'équipe de Nothing But Games. Alors j'espère que j'ai pas trop écorché pour nous faire des choses magnifiques à l'avenir. Voilà. effectivement, comme ils l'ont déjà démontré là avec le nouveau mode de jeu qui est arrivé, qui n'est lui pas dans le livret de règles ni dans les extensions, mais qui est le mode scénarisé. Ils ont fait une partie démonstration sur YouTube, on peut la retrouver sur Discord, qui est vraiment une très bonne partie, très intéressante à regarder. Et on voit du coup que cette fois-ci, il y a un scénario, donc ça vient s'inscrire en plus dans le lore, suite à la bataille de Soeming, donc qui était le tournoi de France, qui a été gagné par Exactement. les Naka. L'Ordre Gris a voulu en profiter durant cette bataille pour essayer d'aller gagner les forges occidentales dans le lore, c'est ce qui fournit le métal à une bonne partie du continent, mais qui est normalement tenu par les patriarches qui, eux, font partie du fléau. Ils ont voulu, du coup, prendre cette forge aux patriarches, et le scénario se conclut sur le fait que, pour jouer, que la partie commence réellement, 3 terrains vont être tirés. Ces 3 terrains vont être placés par le fléau, et dans un de ces 3 terrains, les fléaux vont choisir d'en remplacer un par justement la carte lieu, Forge occidentale, qui est une carte rouge qui donne plus 2 d'attaque aux cartes adjacentes. La carte départ est neutre. Une fois retournée, l'objectif est de prendre la Forge occidentale. Il y a différentes victoires. Il y a une victoire lourde, où les joueurs ont réussi à avoir la Forge occidentale et le maximum de points. Une victoire légère où tu n'as pas la Forge occidentale, mais tu as le maximum de points. Une défaite légère où c'est l'inverse, tu as la Forge occidentale, mais tu n'as pas les points. Et une défaite lourde où tu n'as rien du tout. Là, ça apporte encore plus de choses parce que tu sais que justement, ça vient apporter un scénario. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec ça. Par exemple, un scénario d'escorte où tu imagines un convoi avec certaines cartes qui sont déjà posées sur le terrain où il faut les garder en vie. Par exemple, un sénéchal qui est très important. Imaginons un sénéchal qui est en train de se déplacer justement pour aller sur un champ de bataille. Il est déjà placé au centre avec peut-être quelques soldats ivres ou quelques cartes un peu pauvres, parce que le sénéchal est déjà très fort en lui-même, et le but est de venir le défendre, pendant que l'adversaire, lui, va vouloir venir le tuer. C'est quelque chose qu'on peut imaginer, et après, il y a plein d'autres choses comme ça qu'on peut faire.
Ouais. Le Ouais. mode un joueur prévu pour 2024. Alors ça, on peut pas y répondre malheureusement. Ça sera. Et ben voilà, Yes y a répondu. Bah voilà, donc Yes, hein, qui est un des développeurs du jeu, hein, voilà, donc te répond, donc c'est en cours de développement. Donc voilà, voilà, donc tu verras quand ça arrivera, mais manifestement c'est prévu. Voilà, on peut répondre que ça, hein, je pense, mon cher Devilman. Oui, et Et nous à notre niveau, c'est vrai que le mode un joueur est assez demandé, surtout qu'on attend de voir qu'est-ce que ça donnerait. Au mm. vu des autres modes de jeu qui sont déjà très plaisants. Et pour l'instant, malheureusement, on n'a pas plus de choses non plus Ouais, une autre demande là-dessus. que moi j'ai eue plusieurs fois, c'est est-ce qu'il y aura un mode coopératif? Mais bon, ça a pris, c'est pareil, je pense que c'est peut-être en développement aussi, hein, tu vas peut-être pouvoir nous répondre, Yes, On si est- mais c'est pareil, c'est fait partie des demandes que moi j'ai régulièrement lorsque je parle du jeu, donc voilà. Mais bon, il y a déjà énormément de modes de jeu possibles, donc c'est vraiment, il y a déjà de quoi faire, hein. Il y a largement de quoi faire même. Voilà. Oui, c'est sûr. Bah voilà pour les modes de jeu, on a fait le tour, il me semble, hein. On a peut-être Oui, oublié un élément. normalement, on a fait à peu près tous les modes de jeu, on n'a pas expliqué toutes les règles en détail, mais il y en a beaucoup. Et généralement, ce sont juste des petites modifications du mode duel ou du mode à 2 ou 3 ou 4 joueurs. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, vous avez vu, il y a quand même 6 ou 7 modes de jeu différents, donc il y a vraiment vous avez de quoi occuper vos soirées sans souci. Et puis donc on rappelle qu'il y a les initiations que l'on a annoncé en début de live. Donc pour aller tester pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu. Puis comme on disait, il va y avoir toute une salve de tournois qui vont arriver aussi, je pense assez rapidement maintenant, mois de février-mars. Donc soyez, on vous les annoncera de toute façon lors des prochaines émissions. Vous pouvez les avoir aussi sur le Discord Arakan Wars que j'ai mis tout à l'heure, je vais le remettre d'ailleurs, comme ça, si vous l'avez manqué, vous l'avez à nouveau. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc là c'était la première chose, le premier sujet de la soirée. Deuxième sujet, mon cher Devilman, c'est conseil de construction de deck. Alors, on va dire chacun de notre tour peut-être, ou quelques idées ou quelques concepts de Ouais, construction qu'on pourrait bien sûr. appliquer. Voilà, alors bien entendu, à moi, mon modeste niveau, toi aussi je suppose, mais voilà, ce n'est pas gravé dans le marbre non plus, chacun le fait comme il veut aussi. Oui. Voilà, c'est juste quelques conseils, souvent de bon sens, ou euh, voilà, qu'on pourrait dire là-dessus. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que je commence? Non, vas-y, je te laisse commencer. Alors moi en général quand je fais un deck, j'essaye avant même de regarder. Alors déjà ce qu'on peut dire c'est que si vous n'avez vraiment pas d'idée de deck, c'est de regarder sur les decks qui existent déjà. Éventuellement les decks de base, hein, pour voir déjà, il y a peut-être des mécaniques ou des interactions entre deux ou trois cartes qui vous ont plu et essayer de pousser la mécanique au maximum, comme on dit. Ou sinon, comme je disais, il y a quelques decks en ligne qui ont été mis, d'ailleurs, je crois pas plus tard qu'aujourd'hui, il me semble, à Rakan Wars. Vous pouvez vous en inspirer, essayer de trouver des idées, en sachant que déjà dans le livre de base, vous avez des decks qui sont proposés, qui sont des decks de base d'ailleurs, mais le fait de les Oui, avoir en visuel peut aussi vous aider à trouver la mécanique ou on va dire la spécificité du deck que vous essayez de faire. Vous voyez par exemple, un titre d'exemple, la partie qu'on a fait avec Devilman, moi j'avais pris un exemple de jouer les nuées, bon avec plus ou moins de réussite, mais en même temps ça permet de tester ce que ça donne en jeu. Alors c'est pas, le deck était pas terminé, était pas exceptionnel, hein, mon cher Devilman, mais au moins j'ai le mérite, comme on dit, j'ai essayé. Voilà, j'ai fait l'essai. oui, puis après, il faut peaufiner, bien sûr, hein. Parfois, une carte suffirait à changer toute la mécanique d'un deck. Voilà, donc une fois que vous avez entre guillemets, moi c'est souvent comme ça que je procède, même pas que à Rakan Wars d'ailleurs dans le jeu, c'est si vous avez une mécanique, c'est essayer de la pousser au maximum des possibilités, en faisant attention bien sûr aux règles de construction de deck, au nombre de points. Voilà, alors soit vous partez sur l'idée de dire ces cartes-là, ça va être les cartes maîtresses du deck, et puis à partir de là, je brode entre guillemets avec les points qui restent pour essayer que ça soit le plus tactiquement similaire en termes de mécanique de jeu, soit vous essayez de faire une compilation différente, ce que j'ai essayé de faire avec le deck en question que j'ai joué contre toi, Devilman.
Donc ouais, après, je veux dire, c'est vous qui, en fonction de vos affinités aussi sur les cartes, donc et vos affinités de jeu, parce que vous pouvez très bien avoir le même deck et puis un joueur ne va pas du tout le jouer de la même façon qu'un autre, voilà, à équivalent de partie. Donc voilà. Donc là, c'est les quelques conseils que je pourrais vous donner comme ça, bruts, pour essayer de construire vos decks. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter ou dire, toi, de ton côté, mon cher Devilman? Oui. Moi, personnellement, quand je construis des decks, en général, après, tout deck ne se construit pas de la même façon, mais quand je construis mes decks, par exemple pour l'ordre gris ou pour certaines choses, j'aime bien, quand ce n'est pas un deck vraiment axé en tout cas sur la réussite du tournoi, j'ai deux façons de faire. Soit un deck à thème, donc par exemple un deck Légion 6, mais c'est juste le thème de la Légion 6, j'ai pas de carte précise à faire, ou Brice, un autre ambassadeur du coup du Grand Est, lui a fait un deck chez les Naka où ils voulaient mettre principalement des arbres, donc des ents, un petit peu comme dans le Seigneur des Anneaux, tout ça. Donc, que ça soit le protecteur, la colère de la forêt, toute carte qui était un arbre vivant, entre guillemets, il les a joués et il en a vu le plus possible. Et ça, c'est quelque chose, déjà, ça peut donner une base sur comment est-ce que tu vas jouer, comment est-ce que tu vas fonctionner. Ça peut être très sympathique en plus pour faire justement des decks à thème, des decks fun à jouer. Voilà. Pour un deck après peut-être un petit peu plus poussé parfois, vas-y. Oui, après j'allais dire aussi, après le deck, une fois que vous l'avez joué en général une première fois, bah, il faut pas hésiter à faire à le modifier, voir des choses qui ont bien marché, qui n'ont pas marché, et le faire évaluer en permanence. Voilà, parce qu'on peut se dire, bah tiens, j'ai super bien marché par exemple contre l'art de gris parce que j'avais les bonnes cartes, et puis vous allez jouer contre les terres blanches après, et puis vous allez voir, ça va pas marcher du tout parce que les terres blanches aura spécifiquement ce qu'il faut pour vous contrer. Donc il faut essayer de s'adapter, trouver comme on dit, le juste milieu, hein, concrètement. Complètement. Et pour un deck peut-être un peu plus travaillé déjà à la base, que moi je conseille à faire en général, c'est justement là de cibler un peu plus, d'être moins large. C'est-à-dire généralement de prendre quelques cartes, alors que ça peut être des cartes, encore une fois, qu'on veut jouer. Pas forcément des cartes qui sont fortes, mais juste des cartes qu'on a envie de jouer. Moi, de base, j'avais envie de jouer le Sénéchal dans mes premiers decks de Légion 6. Du coup, j'ai axé mon deck, j'ai pris le Sénéchal, j'avais pris d'autres cartes. En général, je prends 3 cartes. Si c'est des cartes avec forte valeur, je vais prendre 3 cartes, voire 4, et après broder autour. Essayer de venir modifier un petit peu, voir quel point est-ce que je pourrais grappiller ou justement injecter dans ce deck. Typiquement, pour mes decks Légion 6, déjà, je sais que je pars sur une base où je vais mettre 3, voire 4 champions, parce que ce sont les cartes les plus fortes actuellement pour les Légion 6. C'est vraiment quelque chose de très très important pour les Légion 6. Alors, quand je parle les plus fortes, je ne parle pas en termes de caractéristiques pures. Hein. Le Titan est bien plus fort, mais ce sont les cartes les plus importantes pour une formation chez les Légion 6. Pareil, si on prend chez les rouges, quand moi j'essaie de faire un deck rouge, généralement, je ne me base pas sur les créatures. Je vais soit me baser sur les sorts, parce que les sorts peuvent être très intéressants, comme l'absorption d'essence, qui est l'un des derniers sorts qui est arrivé, qui permet beaucoup de choses. Donc je vais me baser peut-être sur un deck absorption d'essence où je vais essayer avec un Némésio rouge et une possession de venir justement absorber les créatures ennemies pendant que je les contrôle. Comme ça, mon adversaire va perdre une créature et moi je vais venir buffer une de mes créatures avec les caractéristiques de sa carte, ce qui peut être très intéressant. Chez les bleus, je vais peut-être axer un peu plus sur leur mécanique, parce qu'ils ont beaucoup de mécaniques, c'est soit la défense, soit une mécanique un peu plus de contrôle de terrain avec du vol. Toutes les factions ont généralement quand même plusieurs mécaniques à faire ou plusieurs façons de se construire. Les verts, eux, ont une myriade de façons. Tu peux essayer de jouer sur la régénération, tu peux essayer de jouer sur la distance, tu peux essayer de jouer sur la force brusque ou sur un peu la surprise avec les sorts qui viennent affecter tes cartes plutôt que les cartes adverses. Oui, ça, c'est à peu près les conseils que je donnerais. Et après, le dernier conseil, je pense que je donnerais, c'est qu'en général, dans chaque faction, tu as un petit peu des cartes passe-partout que tu te dis que tu pourrais mettre dans n'importe quel deck parce que ça fonctionnerait partout. Typiquement, chez les verts, mimétisme, c'est une carte qui a une valeur de 3. Tu peux la mettre partout. Elle se suffit elle-même. Parce que même si toi, tu n'as pas de carte forte sur le terrain à mimer, bah, tu peux mimer une carte adverse. Exactement. Donc ça, si tu as 3 points et que tu sais pas exactement où les mettre, que tu as peur que ça déséquilibre un petit peu ton deck, mets un mimétisme ou un camouflage, ça marche toujours très très bien. Chez les gris, typiquement, il y a plein de cartes comme ça qui fonctionnent. Maintenant, l'explosion d'Idylle, elle vaut 4, c'est une explosion d'Idylle, c'est une omnifrappe à 3. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà, c'est dans le nom. Ça se suffit tout seul. Oui, c'est ça. Ça marche très, très, très bien. Voilà. Tu as 4 points que tu sais pas où mettre, tu n'as pas forcément envie de mettre peut-être un mercenaire des neiges parce que ça peut être encombrant sur le terrain, même s'il est très bien, il ne peut pas attaquer en attaque groupée, donc ça peut être un petit peu embêtant. Si tu joues mal, il vient bloquer ta formation, l'adversaire va y penser, va pas forcément vouloir détruire une carte qui rapporte 4 points, qui en plus a 3 de défense, donc une explosion d'Idylle peut faire le taf.
Et après, tu peux venir grappiller certaines cartes. Ce qui est important à faire aussi, c'est de voir combien de points est-ce que tu peux gratter. Peut-être tu te dis, je vais avoir, il me reste 2-3 points à mettre. Quelle carte est-ce que je pourrais augmenter? Et si je l'augmente de 1 ou 2 points, quelle carte passe par exemple une carte à 7 chez les gris? Encore une fois, quand je m'excuse, je prends que les gris parce que c'est les cartes que je connais le plus. Mais un porte-étendard, lui, est à 7. Si je me dis, il me reste un point, et ben à 8, je peux mettre un missionnaire ou un prêtre gris qui viennent complètement changer peut-être une mécanique de deck. C'est ça. C'est ça. Après, moi, je vais être franc aussi avec vous. Moi, quand je fais quelques fois où j'ai fait des decks, je fais attention tout de suite. J'essaie aussi de réfléchir au nombre de cartes et aux points que l'on a et qui restent pour justement ne pas. Parce que c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faut pas oublier qu'il faut 125 points, mais en 23 cartes, pas une de plus, pas une de moins. Donc, faut essayer d'être juste et essayer de calculer aussi ça. C'est-à-dire que si vous mettez que des grosses cartes et puis après, ben, il faut mettre 10 cartes avec 5 points, ça va être compliqué. Donc, moi, je sais que j'ai fait des débuts de construction tech un peu comme ça. J'ai fait non, ça va pas aller, ça va pas, ça va pas le faire. Donc voilà, donc il faut réfléchir à tout ça. Donc c'est ça, il faut voir. Vous faites un deck à distance, par exemple chez les Naka, bah, vous allez mettre des archers, mais est-ce que vous allez mettre les je sais plus, celle qui coûte 7 là, je sais plus comment elle s'appelle la carte. Les chasseresses, Pardon? les chasseresses, les archères Voilà, qui qui coûte 7, qui voilà. font C'est pareil, ça, vous allez en pouvoir en mettre 4, mais du coup, est-ce que vous allez mettre beaucoup d'archers ou pas? Est-ce que vous allez mettre autre chose? Est-ce que vous allez, voilà, donc c'est des choses comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut avoir ça aussi en tête, de dire, ok, on a un concept de deck, on a une idée de deck, mais il faut faire attention au nombre de cartes et au nombre de points. Voilà. Et c'est là-dessus d'ailleurs où le TTS est pas mal fait, justement, parce que comme ils mettent Oui. comment dire, une calculatrice et un petit truc à points, c'est pas mal. Ça permet de, paradoxalement, de faire peut-être plus vite les decks que lorsqu'on est chez soi avec les cartes. Mais ça, ce n'est qu'un avis personnel, pour le coup. Voilà. Ça ne remplace pas Oui, c'est vrai que les ça ne remplace pas que je préfère faire les parties en physique. Mais pour les constructions de decks, j'avoue que le TTS, c'est pas mal. Pour ça. oui, J'entends. Voilà. oui. Parce qu'après, des fois aussi, c'est Comme pareil. tu dis, C'est pareil aussi, tu fais ton deck sur TTS et puis tu te rends compte qu'en fait, que t'as mis 4 cartes d'un truc que tu n'as pas, que tu n'as que 2 fois, par exemple. oui, c'est sûr. Voilà. Ça, Donc, c'est le problème. C'est vrai que tu te dis, ça peut arriver souvent chez les rouges, je pense, de vouloir mettre quatre souffleux du dragon, hein, leur magnifique sort de perforation, et de dire, ah, il va me falloir 4 exemplaires de la deckbox de base si je veux mes 4 souffleux du dragon. Ça peut être un problème, effectivement. C'est vrai que parfois, tu as envie de mettre un peu plus que ce que tu ne peux avoir assez aisément. ouais, c'est clair. Je réponds juste à une question de Nick Morin dans le chat qui dit mode solo égale Ouais. scénario. Alors comme disait Lies il y a un petit peu avant dans le chat, il est en développement. Donc, mais a priori mode solo, c'est-à-dire que tu joues tout seul, donc forcément il y aura un scénario, il y aura quelque chose d'approchant. Voilà, forcément tu vas te battre entre guillemets ou te défendre contre quelque chose, contre le jeu. Donc il y aura forcément un truc de ce goût-là, effectivement. En toute logique en tout cas. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Construction deck, bah après, il y a plus. Après, une fois que vous avez construit votre deck, après, j'ai envie de vous dire, il faut qu'il passe la deuxième étape, c'est-à-dire les tests en partie. Hein. Après, il n'y a, Oui. pas, il y a pas de secret. Hein. Voilà, il n'y a pas de Après, secret. la Hein. construit, c'est le plus important, de toute façon. Voilà. Donc, on peut penser avoir les meilleures idées du monde et au final, en partie, se rendre compte que en fait, c'est nul, ou c'est naze, ou alors ça peut être aussi l'autre truc, c'est-à-dire que c'est pas forcément nul ou naze, mais c'est que vous ne le jouez pas comme il faut. Pas jouer correctement, pas dans le bon ordre, ou pas dans la. Voilà. Donc voilà, il y a ça aussi. C'est aussi cette notion-là aussi qu'il faut prendre en compte. On dit, bah ok, ça n'a pas marché, mais est-ce que ça n'a pas marché parce que mes combos n'étaient pas bonnes? Ou est-ce que c'est parce que je n'ai pas fait des bons positionnements? Ou est-ce que le joueur adverse avait pile ce qu'il fallait pour me contrer? Donc c'est pareil, c'est des réflexions qu'il faut aussi avoir. Voilà, et c'est là aussi toute la complexité du jeu aussi, c'est que voilà, c'est très facile de faire entre guillemets de faire un deck, mais c'est très difficile de le jouer correctement. Voilà. Je sais pas si Oui. tu es d'accord avec moi, Davidman, quel que soit Ah oui, quelle que soit la faction, quel que soit le mode de jeu même, j'ai envie de dire. je Hein. suis complètement d'accord. Ah oui, si j'aurais par exemple moi eu le deck que Tanguy, du coup le champion de France actuel, avait au tournoi de France, donc un deck Naka axé beaucoup sur le mouvement, j'aurais jamais gagné. Hein. Moi clairement, je n'aurais jamais fait un perfect avec toutes ces victoires et 0 défaites. Je ne sais que très peu jouer le mouvement, j'apprends un peu plus à jouer maintenant. Mais tu me donnes typiquement un deck bleu, c'est mort. Je ne sais vraiment pas jouer les bleus. Je vais juste bêtement essayer de faire un gros glaçon à stacker la défense, mais je vais me faire avoir. J'y Mm. arrive vraiment pas.
Ouais. Alors pour Nick Morin, pour la construction, le plus important est la constance du deck, à quel point j'ai toujours ce que j'ai besoin en main. Je suis complètement d'accord avec toi. Complètement avec toi. Encore faut-il que ce que tu as en main corresponde à ce que tu as besoin aussi sur le terrain. C'est pas toujours. Tu peux dire que ce que tu as en main c'est très bien, mais finalement ça va pas correspondre à ce dont tu as besoin sur le terrain. Donc voilà. Ah, ça, Mais sur le fond, je sûr. suis complètement d'accord avec toi. Et puis ensuite, petit message pour Hiroshi Saiba, donc un de mes camarades qui fait des jeux de figurines avec moi. Donc non, tes petites figousses, je vais les écraser, je vais t'écraser tes Tembo qui sont des gros éléphants de carnage pour la petite histoire. Voilà. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Voilà. Et parenthèse oblige, Carnage étant un jeu français fait par TGCM, donc voilà. Donc vous voulez aller voir, vous pouvez aller sur leur site faire un petit truc. Voilà, c'est une petite parenthèse, ils le méritent aussi d'en parler. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur construction de deck? J'ai à peu près fait le tour. Après, si vous avez des questions dans le chat, on va tranquillement arriver sur la fin de l'émission, petit à petit. Donc Ouais. si vous avez des questions, si vous avez des contenus ou des choses que vous voudriez qu'on fasse dans l'émission, hein, tout simplement, n'hésitez pas à le marquer. Vous pourrez aussi nous le mettre sur le Discord d'Aracam, sur mon Discord de chaîne, sur le Facebook. Voilà, vous n'hésitez pas, il y a plusieurs moyens de le faire. Et puis, en ce qui me concerne et Devilman, on est assez actif sur le Discord, donc vous pouvez nous trouver assez facilement. Donc surtout n'hésitez pas, hein. C'est une émission qui est faite pour vous amateurs d'Arakan Wars, donc allez-y, hein. Voilà, donc une par mois, ça me paraît bien en termes de régularité, on va dire, une fois par mois, ça me paraît très bien. Voilà, on fera comme on a fait là, c'est-à-dire qu'on commencera par... Alors attends, je vais juste répondre à la question. Ratio sort, ça joue pour moi entre 5 et 10 tout simplement, du style de jeu que tu veux. Alors, les sorts c'est compliqué parce que j'ai envie de dire ça dépend de ce que tu veux. Après il faut savoir que plus tu vas mettre de sorts, moins tu auras de présence sur le terrain. Alors plus tu vas avoir d'effets sur le jeu effectivement sur le terrain, mais l'inconvénient des sorts c'est que si tu n'as pas déjà une présence sur le terrain, en général ça va pas servir à grand chose. Ça va pas contrebalancer le fait que tu sois moins présent sur le terrain. Je sais pas ce que t'en penses, Devilman. Ouais, c'est vrai que c'est vrai, les sorts, c'est un équilibre assez difficile par rapport aux créatures où, là, de toute façon, la créature, tu sais que comme tu dis, sur le terrain, ça va t'apporter de la présence et des points en fin de partie. Les sorts, il faut savoir les doser parce que ça, justement, ce ne sont pas des points, ce sont des points que tu n'auras jamais. Tu peux imaginer que sur ton total de 125 points, si déjà tu as des créatures qui te coûtent plus cher qu'est-ce qu'elles te rapportent, tu vas déjà enlever ça sur les 125 points que tu peux peut-être avoir au maximum en fin de partie. Tu Mhm. comptes encore les sorts qui ne seront jamais comptabilisés et tu peux facilement te retrouver peut-être avec maximum comptabilisable 90 points si l'adversaire n'a pas de lieu que tu peux prendre. Ce qui peut être assez handicapant quand tu viens à perdre des grosses cartes qui sont assez facilement perdables. Encore une fois, le Sénéchal est une très bonne carte, mais une carte qui se fait généralement jarter en 2 tours parce que justement, elle est très intéressante à cibler parce qu'elle coûte très cher. Donc tu perds une carte en 2 tours qui vaut 15 et tu viens perdre énormément de points. Et mais les sorts sont vraiment dépendent du style de jeu et du style de deck. Voilà. Après, en général, oui, effectivement, comme on dit dans d'autres jeux de cartes, généralement les sorts c'est des game changers, hein. Ça peut te faire gagner ou ça peut te Oui, faire perdre s'ils sont bien ou mal joués, mais effectivement, les sorts restent très très forts. Encore ah faut-il oui, bien oui. les jouer correctement. Voilà. Et ne pas en abuser non Un plus, c'est blizzard, pour la une même mauvaise raison qu'on vient de bouclier, une dire. perception horrible. Voilà, donc voilà, donc je disais, prochaine émission, donc on fera ça dans un mois, on fera comme on a fait là, c'est-à-dire qu'on va annoncer les différents événements à venir, donc là en tout cas on aura les visuels, ce sera le mieux en tout cas. On fera, j'espère, en pouvoir, avec toi Devilman, si tu es disponible, on fera un retour sur les tournois qui ont eu lieu, s'il y a eu des retours de joueurs, il faut pas hésiter à nous le dire, on en parlera. Et ça permettra aussi d'alimenter nos discussions et d'alimenter nos avis sur les différentes factions, sur les cartes, les combos, etc. Donc ça sera pas mal. Et puis il y aura aussi 2 thèmes. Donc je dis un thème plutôt général et puis un thème plus compétitif, on va dire, duel. Voilà, pour qu'il y en ait pour tous les goûts, comme on dit.